Tambali. Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. On a envie de bien faire, peur de se tromper, et on se demande où est le mode d'emploi. Spoiler, il n'y en a pas. Mais pour trouver des témoignages et des conseils utiles, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Tambali, le podcast qui dit tout haut ce que les parents vivent tout bas. Je suis Alix Dien, doula basée à Dakar. J'accompagne les femmes et les couples avant, pendant et après l'accouchement. Je suis moi-même mariée et maman de 2 enfants franco-sénégalais. Et je vous accueille dans le premier podcast qui explore la parentalité en Afrique de l'Ouest. Chaque mois, j'échange avec des parents qui racontent leur expérience, avec leurs joies et leurs difficultés. Et à travers leurs récits, vous verrez que ce que vous vivez, d'autres le vivent aussi. Et je reçois également des professionnels de la santé et de la périnatalité qui partagent leurs recommandations et conseils utiles adaptés à nos réalités. Parce que mieux on est informé, plus on est confiant en tant que parent. Grossesse, accouchement, postpartum, couple, relations parents-enfants, aucun sujet tabou, on parle de tout. Vous êtes prêts ? Bonjour Maïmouna. Bonjour Alix. Comment tu vas ? Je vais bien et toi ? Écoute, ça va. Je suis très heureuse que tu aies pris le temps d'être avec moi aujourd'hui pour le podcast, parce que je sais que tu es assez occupée. Le plaisir est partagé. Je pense qu'à chaque fois que je vois tes vidéos, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même nombre d'heures dans nos journées. On me le dit souvent, hein, en plus. On me le dit C'est vrai, souvent, ouais. Je suis pas la seule. Ouais. Parce qu'on te connaît, bien sûr, en tant que Maïmouna Thiam, créatrice de contenu, pour les astuces do it yourself, pour les recettes, pour tes herbes aromatiques. Ouais. Pour le Science. Pour les cours de mandarin. Ah oui, c'est vrai. Hein. En plus, j'ai arrêté ces temps-ci parce que je suis une maîtresse un peu fâchée. Ah oui. Ah, mes élèves, je suis pas en classe. Hein. Non, mais moi-même, je t'ai découvert, je pense, avec les vidéos cours de mandarin pour la communauté Artbi, mais j'avoue que j'étais pas très... Oui, les élèves, vous n'êtes pas concentrés. C'est ça, je confirme. Vraiment bad news. Et du coup... Donc t'es dans beaucoup de choses, et il y a une facette de toi que tu évoques un peu sur les réseaux, mais un peu moins, et que je voudrais explorer aujourd'hui justement, c'est ton rôle de mère. Ah. Et la première chose que je voudrais te demander, c'est une question qu'on prend rarement le temps de se poser, mais que je trouve intéressante. C'est ton rôle de maman. Est-ce qu'il te plaît, et pourquoi ? Ah, c'est une question un peu deep en plus. C'est pour te mettre dans le bain, tu vois. Je pense que j'ai fait la bêtise de ne pas recevoir les questions avant. Ouais, parce que je pense que tu me l'as proposé. J'ai dit non, je vais être surprise. Je suis bien surprise. Voilà. Alors, mon rôle de maman, je l'ai voulu. Et j'en suis consciente et je l'adore. C'est difficile, oui, et je l'adore. Pourquoi je l'adore ? C'est quand je me rends compte que je suis en train de transmettre certaines valeurs à mon fils, à ma fille, et je me dis, en fait, c'est une satisfaction de les voir évoluer comme ça. C'est une satisfaction de les voir avec moi des choses que je les ai inculquées. Et je pense que c'est ce sentiment que j'ai. Ok. Ouais. Et oui, tu disais, c'est souvent, on va dire, multifacette aussi ce rôle de mère. Il y a des côtés très gratifiants, il y a des côtés aussi plus difficiles. Je pense surtout quand on a le rythme de vie qui est le tien, où j'imagine que ça nécessite d'avoir quand même des soutiens. Ouais. Ça nécessite un soutien, oui. Et beaucoup d'organisation, je dirais. Hein. C'est l'organisation et j'aime bien vivre au jour le jour, parce que si jamais tu penses à les choses qui vont venir après, tu risques d'être un peu en mode burn-out, parce que tu dis mais il y a tellement de choses que je dois faire. Il y a tellement de choses que je dois faire. Tu dis non, laisse-moi vivre au jour le jour, et après on verra. Demain, un autre jour, on verra. Ouais. Un jour après l'autre. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est ce que je dis tout le temps aux mamans, surtout en postpartum, quand elles viennent d'avoir un bébé, je leur dis un jour après l'autre. À chaque jour suffit sa peine. Parce que sinon, je pense que dans ta tête, ça monte très rapidement. Tu commences à te poser des questions, à te remettre en cause. Il y a plein de choses qui vont venir, et après, je me dis non, je peux pas. C'est trop de pression. Ouais. Et autre chose que je trouve assez fascinant chez toi, c'est que à la fois tu valorises vraiment la culture sénégalaise, les traditions, et à la fois donc il y a un ancrage, on va dire, dans le terroir assez traditionnel, et à la fois tu es aussi très anticonformiste, je trouve, dans les contenus que tu crées, dans la façon dont tu te mets en scène, dans certains choix de vie aussi que tu peux faire. Et du coup, je me demande au fond d'où tu viens et dans quel genre de famille toi tu as grandi. Alors,
comme les gens de ma famille aiment bien me le dire, je suis pas Kanyari Bor. C'est-à-dire, Mounafi, je fais tous les bords. Et le cadre dans lequel j'ai grandi, une famille, je dirais pas nombreuse, mais moyenne. On est 6, on est 5 filles, un garçon. Donc j'ai 4 sœurs et un frère. Je suis au milieu. J'ai des petites sœurs, un petit frère, des grandes sœurs, voilà. Et on a toujours eu cette complicité entre nous, une famille joviale. Créative, oui. En tout cas, je sais qu'on ne m'a jamais donné des limites dans ma créativité. Depuis que je suis enfant. Je pense depuis parce que j'ai fait de la broderie à l'école, à l'école primaire, j'aimais bien le dessin. Donc c'est là où la créativité a commencé à sortir. Je pense en classe de 6e, on faisait de la teinture, on faisait plein de choses avec mon prof de dessin. Donc la créativité a commencé à naître en moi et ça ne s'est jamais arrêté. On m'a jamais donné de limite par rapport à ça. Et dans une famille aussi avec plein de valeurs et de principes, de discipline. La religion aussi. Donc, on a je dirais, mode de fonctionnement. Quand tu es issu de notre famille, tu dois te comporter comme ça. Après, moi, vu que je suis un peu l'antagoniste, voilà, je faisais tout et n'importe quoi. Oui, je garde mes principes et valeurs, mais tu vas pas m'empêcher de m'épanouir. Et moi, comment je m'épanouis? Je dansais tout le temps. Depuis 2 ans ou 3 ans, je fais des podiums à l'école. Je suis au devant de la scène. Je suis partie en Chine pour étudier, faire génie civil, mais on me retrouvait souvent sur les plateaux télé. Des animations pour les journées culturelles. Moi, franchement, là où il y a le folklore, l'ambiance, la créativité, tu m'y trouveras. Donc comme ça, on sait où te chercher. Ouais, c'est vrai. Et alors du coup, pour parler de ton parcours de maman, déjà, on va venir au début. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré ton mari? Ok. On était dans la même classe. Il était juste, je pense, derrière moi, il y avait une personne, voilà. Il était juste là, on s'est rencontrés là-bas. Il allait au tableau, je me moquais de lui. Donc ça remonte. Ouais, ça remonte. Ça date de 2011, si je me trompe pas, On était dans la même classe. Et après, on s'est rendu compte qu'on vit dans le même quartier. Donc, on rentrait souvent ensemble, mais on était meilleurs amis. Voilà, on est restés meilleurs amis, il est parti en France, on est restés meilleurs amis, on a commencé à sortir ensemble et après le mariage. Donc c'est un peu ça, mais c'est de école, collège et voilà. Moi je suis partie en Chine, lui en France, donc c'était pas évident d'avoir une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, il y avait un décalage de 8 heures, mais je pense qu'on pouvait rester 5 heures au téléphone, toute la nuit au téléphone. C'était pas quelque chose qui me gênait. Il connaissait toute ma vie, je connaissais toute sa vie en étant meilleure amie. Et bon, après, c'est venu très naturellement. C'est pourquoi je doute encore aujourd'hui de la relation amicale fille et garçon, parce que moi-même, je suis tombée dans le piège, donc je ne sais pas. Oui, je comprends que tu te méfies. Mais je pense que ça se sent beaucoup dans ce que tu partages aussi, que votre relation, elle est fondée sur un socle de complicité. Complicité et communication. Parce que la première chose qu'on a appris, c'est à communiquer. De parler de nos sentiments, en dehors du côté amoureux, de parler de nos sentiments, ce qu'on ressent, ce qu'on veut et tout. Donc, on a bâti cette relation amicale et c'était pas facile. Parce qu'avant, je pense que je communiquais un peu mal. Lui, c'est une bonne oreille. C'est une personne qui écoute beaucoup. Là où je vais débuter pendant 1 heure, 2 heures, il parlera pendant 10 minutes. Il ira à l'essentiel. Il dira, voilà, c'est ça, ça, ça et ça et ça. C'est une personne beaucoup plus logique que moi. Moi, quand je vais parler de A à B, je vais aller à Z, je vais remonter à M, N. Donc, c'est ça un peu voilà, le melting pot comme ça. Et lui, il te dira, bon, logiquement, tu as parlé de ça, voilà ça, donc tu devrais faire ça et ça. En 10 minutes, il a fini. J'ai dit, mais non, tu comprends pas. Ça peut pas être aussi simple. Sinon, j'y aurais pensé. Voilà. C'est toujours comme ça. Et je pense que c'est une des choses aussi qui m'a retenue dans cette relation amicale, c'est cette oreille. Parce que je savais toujours vers qui me tourner quand ça allait mal et quand ça allait bien. Mais c'est intéressant et je pense que ce que tu partages, effectivement, la communication, je pense que c'est clé, quel que soit le contexte. Et surtout après, quand on fonde une famille, on y ça reviendra. nous a beaucoup servi, C'est ça, non? Énormément.
Et je vois que moi, mon mari et moi aussi, on est ensemble depuis 15 ans maintenant. Ouais, ça date. Et étant aussi un couple interculturel, Surtout ça. c'est sûr que la communication, c'est obligatoire aussi pour pouvoir justement comprendre l'autre, d'où il vient, comment il réfléchit, etc. Et c'est vraiment cette base de communication qui fait qu'après, tu peux finalement te sortir de n'importe quelle situation ou voilà, aborder n'importe quelle épreuve de la vie en ayant cette base. Donc je pense que c'est vrai que c'est important. Et du coup, quand vous êtes passé de l'amitié à l'amour, que vous êtes mariés, est-ce que tout de suite les enfants ça faisait partie du projet, ou est-ce que vous vouliez aussi vous donner du temps, ou est-ce que tu t'es questionné sur voilà, cette maternité, le désir de devenir mère, ou la temporalité en fait? Alors, faudrait savoir que quand je me mariais, les enfants n'étaient pas en tête. Parce que j'avais subi une opération à cœur ouvert. Et je me rappelle, mon cardiologue me disait qu'il se peut que vous ne soyez pas maman. D'accord. Donc moi, à partir de ça, c'était en 2016, et je me rappelle plus j'avais quel âge, 21, 22. Donc je me suis dit que il se peut que je ne sois jamais mère, et je vais vivre avec. Il n'y a pas de souci, c'est pas la fin du monde. Donc quand on s'est mariés, avant le mariage, je lui ai dit, il se peut que tu ne sois jamais papa. Ouais. Donc il faut savoir dans quoi tu t'embarques. J'imagine que c'est pas une discussion qui est forcément évidente à avoir. Bon, pour moi, je parle de tout et de rien avec lui, donc il fallait mettre carte sur table. Parce que déjà avant le mariage, on a parlé de tout. On a parlé d'argent, on a parlé de vie commune, on a parlé de tout. Et je lui ai dit, moi, mon cardiologue m'avait dit ça. Donc il se peut dans le mariage que je ne sois pas maman. Je ne suis pas Dieu, je vais pas dire que je ne vais jamais être maman, mais il se peut. Donc il faudra que tu saches comment vivre avec. Il me dit, dans tous les cas, je me suis mariée avec toi, pas pour des enfants, mais pour toi. Ça, donc si jamais, si jamais il n'y a pas d'enfant, c'est une déclaration d'amour assez forte. S'il n'y a pas d'enfant, c'est pas un problème pour moi, parce que dans un contrat de mariage, les enfants ne sont pas inclus. Donc c'est juste une bénédiction. Moi, ça me dérange pas. On s'est dit, ok. On se marie 1 an, 2 ans. À un certain moment, tu commences à avoir cette fibre maternelle. Il m'a dit, j'aimerais bien avoir, je sais pas, je vais tenter, je vais voir. Donc je me suis dit, bon, je vais aller voir mon cardiologue pour voir si c'est quelque chose que je peux risquer. Je suis allée voir mon cardiologue, on a refait des tests et tout. Il me dit, bon, on ne sait pas comment tu vas réagir. Ça peut être bien, comme ça peut être très mal. J'ai dit, ok, je vais aller voir mon gynéco alors. J'ai dit, je vais tester. Dans tous les cas, j'ai frôlé la mort une fois, c'est pas grave. On va tenter. Prendre le risque. Voilà. Donc j'en ai parlé à mon mari, il me dit, ok, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Oui, parce que la grossesse augmente le volume sanguin, augmente un certain nombre d'échanges. Tout. Et effectivement, ça peut avoir des impacts. Et on ça a un impact sur l'activité du cœur. Du cœur, voilà. On le sent déjà que ça va pas. Et du coup, on s'est dit, on va prendre le risque. Ok. Donc moi, je commence ma grossesse, toute contente, toute heureuse. Je calcule rien du tout. Il faut savoir que je suis une personne, depuis mon opération du cœur, j'ai un discernement total. Je vis ma vie au jour le jour. Si demain je vis ma vie comme si c'était le dernier, voilà. Chaque jour comme si c'était le dernier, très jovialement. Si demain on me dit tu dois mourir, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on la vit pleinement. Ok. Donc on commence la grossesse, ça se passe bien. On y va jusqu'au, je pense, 7e mois, 8e mois, parce que mon premier, c'était un prématuré. Donc moi, je faisais toute activité. Rien ne me freinait. J'avais pas beaucoup de caprices ou rien du tout. J'allais au chantier, je revenais et tout était normal. Donc je me réveille avec des saignements et tout, je prépare ma valise, je prépare les affaires et je le réveille. J'ai dit, mon gars, je pense que on doit aller à l'hôpital. Il me dit, ah bon, pourquoi? J'ai dit, bon, il y a des petits saignements, c'est pas bon signe. On est dans la voiture et tout, les contractions se rapprochent. J'ai dit, bon, je pense que j'ai accouché. Et lui, il m'a toujours dit que fit. Moi, je donne des fois je sais pas, des assumptions comme ça. Je dis des choses out of nowhere, il me dit, franchement, je sais pas, c'est fit de femme que de. Donc, il pensait que je parlais juste pour parler. Je dis, je pense que j'ai accouché. Donc, il a rien dit, il me dit, ok. Moi, on part à l'hôpital, il était 6h du matin. Et à 8h, le bébé était là. Ah ouais! Ça a été si rapide. Ah oui! Tout le monde était stressé. Mon père est venu, ma maman est venue, mon cardiologue est venu, gynéco est venu, tout le monde est venu. C'était la totale. On me dit, j'ai dit, et la péridurale, parce que j'avais prévu de faire une péridurale. Oui, bah là, non. Ils me disent, non, c'est trop tard, madame. Vous êtes venue, c'est un peu trop tard pour la péridurale. Je dis, ah bon, ok, d'accord. Je suis là, on me dit, ok, poussez, sortez le bébé et tout. C'est sorti nickel.
sans souci. Après, j'ai une faim. J'ai dit, bon, j'ai faim, il me faut un plateau pour manger. On me met un plateau de vermicelle, je prends tout, je dors. C'était aussi... Efficace, comme tout ce que tu fais, efficace. Moi, je savais pas que ça allait se passer comme ça, mais tout le monde était stressé. Et voilà, ça s'est juste passé comme ça la première grossesse. Mais c'était quelque chose de voulu, d'intentionnel, et je rends grâce à Dieu. Parce que ça pouvait tourner autrement. Je comprends. Mais c'est intéressant ce que tu dis de dire, en fait, je sais que la vie, en fait, vivre, c'est un risque. Enfin, voilà, en général. Et de vivre chaque jour intentionnellement et pleinement et avec de la joie de vivre. Je crois que tu as fait une vidéo récemment sur le sujet, ça m'a beaucoup touchée sur la joie de vivre, de décider d'être joyeuse. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ta journée, des fois, elle démarre mal. Si tu te dis, ça va être une mauvaise journée, ça va être une mauvaise journée. Si tu te dis, non, en fait, je vais me focaliser sur le positif, parce qu'il y a toujours des aspects positifs dans n'importe quelle journée. C'est une question aussi de mindset. Beaucoup. Et donc, tu as eu ce premier bébé, donc tu disais qu'il est un peu prématuré. Est-ce que ça nécessitait d'aller en pendant couveuse? Une semaine. Non, pendant 1 mois. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'était une épreuve. Ouais, parce que la couveuse. Comment tu l'as vécu d'être du coup éloignée Ah oui, bon, j'ai pleuré quand il fallait, j'ai rigolé quand il fallait. Voilà. Aller en couveuse, tirer le lait, venir. En fait, c'était beaucoup plus les va-et-vient qui me fatiguaient. Parce que tu es déjà en postpartum, tu es déjà fatiguée. Je faisais des va-et-vient matin et soir pour donner le lait. À un moment donné, le lait ne suffisait pas. Parce que moi, je pompais pas peut-être beaucoup, je m'hydratais pas beaucoup, donc il y avait beaucoup de choses. Et voilà, c'était chaud. À un moment donné, on nous a dit, je pense après 1 mois, j'ai dit mon bébé sort. Mon mari, moi, se dit, il sort. On s'en fout de combien de kilos il fait, il sort. Les médecins ont dit, attendez encore un peu, qu'il prenne un peu de kilos. J'ai dit, non, dans tous les cas, il va grossir. Qu'on le sort. Il est en bonne santé, qu'on le sort. On n'attend plus les kilos. Et bon, on l'a sorti, hein. On est resté à la maison, je me réveillais à 5h du matin, je lui faisais sa toilette, je pense que tout le monde avait un peu peur de le prendre parce qu'il était petit. Du coup, moi je m'en foutais. Hein. Quand il est revenu à la maison, il faisait quel poids du coup à peu près, tu te souviens? Il est né avec un 1,8 kg. Petit. À la maison, il faisait peut-être 2 kilos, hein, quelque chose comme ça. Donc ça reste un petit bébé quoi. C'était un petit bébé. Du coup, moi, je lui faisais sa toilette, je l'habillais, je le traitais comme un bébé normal. Moi, je m'en fous, c'est-à-dire, je mettais pas qu'il était prématuré. Je faisais tout normalement. Après, il a catch-up les kilos et des fois à la maison pour faire rire un peu, on dit, en tout cas, c'est plus le prématuré qu'on connaît parce qu'il est très actif. C'est un peu ça. Et tu disais que c'est pas évident, c'est vrai que de tirer son lait et de stimuler la lactation uniquement au tire-lait avec un bébé qui est pas à côté, etc. C'est vraiment un challenge et surtout qu'il faut aussi avoir le bon matériel, les bons conseils, ce qui est pas toujours évident. Pas du tout. Franchement, je pense que ma première expérience de tire-lait comme ça, j'ai pas trop aimé. La deuxième, oui. Je savais à quoi m'attendre, je savais comment stimuler le lait et tout. Et voilà. Mais après, tous mes enfants, je pense, prennent le lait maternel jusqu'à 5-6 mois. Après, ils arrêtent, ils mangent. Et est-ce que justement, tu dis que tu prends les choses au jour le jour pendant la grossesse, l'accouchement, est-ce que tu t'es dit aussi au jour le jour on verra, ou est-ce que tu t'étais quand même informée, un peu préparée ou pas trop? Si. Je m'informais beaucoup, je regardais beaucoup de vidéos, je posais des questions à tout le monde. Je pense que monsieur, lui, il avait lu un livre au premier. Le deuxième, on sait déjà à quoi s'attendre. Mais beaucoup de préparation. Même pour le deuxième, j'ai fait de la préparation. Il y avait aussi BM Repair pour les deux. Le premier, j'étais beaucoup plus programme entier. Et la deuxième plutôt, j'avais pas le temps. J'étais déjà active et du coup, je lui ai dit, je viendrai quand je serai prête à accoucher. Et du coup, je suis allée me déclencher là-bas. Tu l'utilisais comme méthode pour oui, je lui ai dit OK, parce que je pense avec la deuxième aussi, à un moment donné, j'ai été allaitée. Et c'est là où, c'est pourquoi les histoires de famille, il faut dire, c'est là où je me suis rendu compte dans notre famille, on est réputé pour avoir le col léger. Donc j'ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit ça depuis le début? J'ai dit ça, c'est une information primordiale. Oui, ce qui explique aussi du coup le prématuré. J'ai dit moi, parce que prématuré, je me suis un peu culpabilisée. Je me disais mais j'ai été trop active. Et la deuxième quand elle est venue, j'ai dit non, je vais pas pousser trop, je vais rester un peu calme pour ne pas amener un autre prématuré. Et après j'ai été allaitée. J'ai dit mais j'ai pris toutes les précautions, pourquoi? Et après c'est là où on découvre, maman il me dit ouais moi je suis souvent allaitée en fin de grossesse. Ma soeur qui dit ça, j'ai dit mais en fait c'est une histoire de famille et vous m'avez rien dit.
C'est là aussi où la transmission et le partage, c'est important, effectivement, sur les choses. Parce que moi, je vois pour ce qui concerne effectivement l'accouchement, il y a des choses qui peuvent se répéter. Alors, je sais pas si c'est génétique, etc. Mais dans les questions que je pose, par exemple, aux mamans, c'est justement, est-ce qu'il y a eu des accouchements prématurés? Quel était le poids du bébé à la naissance? Est-ce que l'accouchement a été vite ou pas? Parce que c'est des choses qu'on peut retrouver aussi de mère en fille. Et c'est important de pouvoir avoir ces conversations. Malheureusement, c'est assez tabou. Même pas tabou, mais des fois, on n'y pense même pas. Ouais. Tu sais, moi, avec le premier et tout, je n'y ai jamais pensé. Après, j'ai dit, mais comment j'ai pas pu ne pas avoir cette conversation avec ma maman? Et chez nous, apparemment, on est réputé aussi pour avoir des accouchements éclairs. Ouais. C'est pour ça que moi, à chaque fois que j'accompagne les mamans, je leur demande toujours comment s'est passée votre naissance à vous. Ouais. Et donc, il y en a qui savent, il y en a qui disent, je vais appeler ma mère. En fait, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ou même s'il y a une césarienne, de comprendre pourquoi. Ouais. Tout le contexte. Ma mère, je pense qu'elle a eu une césarienne ou deux. Et je pense que c'est tout. Tous les autres, c'était éclair, c'était rapide. Ouais. Ma sœur, pareil. Ma sœur, elle peut accoucher tout de suite et sortir à 2 heures après, vaquer à ses occupations. Ouais. Quelque chose de fastoche comme ça. Mais voilà, c'est des histoires de famille qu'il faut franchement savoir, je pense. Voilà. Donc, posez les questions. Si vous nous regardez, vous ne savez pas, demandez à votre mère, si vous avez la chance d'avoir encore votre maman, comment s'est passée votre naissance. C'est toujours des informations intéressantes. Ouais, c'est utile, hein. C'est très utile. Et donc, au moment où tu as eu ton premier, est-ce que tu travaillais déjà ou tu étais encore étudiante? Ouais, je travaillais déjà dans le monde du bâtiment, l'expertise immobilière. Parce que tu travailles dans le monde du bâtiment, il faut quand même le dire parce que je sais pas si tout le monde le sait. Et je pense que les gens le savent maintenant. Ouais. Les gens savent que je suis dans génie civil, mais ils savent pas exactement ce que je fais. Ouais. Je fais de l'expertise immobilière et là, je suis en formation d'expertise immobilière pour devenir experte immobilière. Voilà. Okay. Ce qu'on fait, c'est beaucoup plus l'évaluation des biens, des projets. Bon, il y a plein de choses, c'est valoriser des biens immobiliers. Et oui, je travaillais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement. Oui. Pour le prématuré. Et je pense que j'étais au boulot. J'avais un dossier. D'habitude, j'aime finir mes dossiers. Si je finis pas, je dis OK, le lendemain, je finis. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai dit coûte que coûte, je finis ce dossier aujourd'hui. Tu l'as senti, en fait. C'était une intuition. J'étais là-bas jusqu'à 20h. Je quitte jamais le bureau à 20h parce que c'était en ville. D'habitude, à 16h, je suis partie. Mais ce jour-là, quelque chose m'a dit finis ton dossier. Je suis restée là-bas. Jusqu'à 20h, j'ai fini le dossier, j'ai dit ouf. Ouais. J'ai commencé à sentir un peu des contractions. Je me suis dit, peut-être c'est des fausses contractions. Je conduisais toujours. Ah oui. Rien ne t'étonne. Non, rien ne m'étonne, vraiment. Donc j'ai dit, ok, pour alléger les contractions, je vais prendre un paquet de chips. Quel est le lien entre les chips et les contractions? Est-ce que manger. Ok, d'accord. Peut-être qu'il y a un tips que je ne connais pas. Pas du tout. C'était juste pour distraire mon cerveau. Ok. Donc, je mets mon paquet de chips, je mets ma ceinture et je commence. Ville et chez moi, fallait compter 1 heure de temps avec les embouteillages. Donc, à chaque fois que je sentais une petite contraction, je prenais un chips. Et c'était bien, ok. J'arrive à la maison, je dis, oh, je me sens pas bien aujourd'hui et tout. J'ai pas envie de manger, mais je vais bien prendre un smoothie. J'ai pris un smoothie et j'ai bien dormi. C'est là où je me suis réveillée à 5h du matin avec toutes les péripéties. Mais voilà, je travaillais toujours, j'étais toujours active jusqu'à la veille. Pour la deuxième... Et juste pour, par rapport... donc, tu sais que tu travaillais déjà. Et à quel moment tu t'es dit qu'il y avait peut-être l'opportunité de repartir faire des études en Chine? Ah, ça, c'était après la naissance du premier. Et ça, c'était des semaines après. Parce que moi, quand je quittais la Chine, j'avais pas fini. C'était Covid et on avait tout mis en suspens. D'accord. Donc, je suis partie en France. C'est là où j'étais coincée avec mon mari. Et lui, il a décidé de rentrer au Sénégal. Je lui ai dit, pourquoi pas? Donc, je l'ai suivi. On est rentré au Sénégal, c'est 2020 à 2023. Donc, mes études en suspens. Il me restait encore 1 année, 2 années de master. Donc, les activités reprennent en Chine. Mon école me contacte si tu veux reprendre et tout. Je dis ouais, parce que j'ai un sentiment d'inachevé, je veux bien reprendre. J'en parle à mon mari, il me dit ok. Ok. Et ton fils avait quel âge à ce moment-là? Est-ce qu'il avait pas... Il est né quand? Ok, 2022, je pense. 2023. Je pense qu'il avait eu 6 ou 8 mois. Ok. Quelque chose comme ça. Il dormait pas encore. Et il faut savoir que déjà, je vis chez ma belle-mère, chez ma belle famille. Et donc,
j'ai un petit village autour de moi. J'ai une petite communauté. Donc, s'il n'y a pas mon mari qui aide, il y a ma belle-maman qui aide toujours. Il y a même mon beau-père, il aide. Ma maman, on est dans le même quartier. Ok. On est à 5 minutes. Donc, il y a ma maman autour, la famille de ma maman. Donc, il y avait déjà un écosystème favorable pour ça. Donc, j'ai dit que je veux partir. Il me dit, OK. Il me dit, pour combien de temps? J'ai dit, peut-être 6 mois, 1 an, je sais pas. Ok. Ça prendra le temps qu'il faudra. Il me dit, d'accord. Et c'est quand même intéressant parce que donc tu dis que tu t'es mariée, tu vis chez ta belle famille, ton mari est là aussi présent, mais tu savais que ce serait bien reçu parce que ça aurait pu être reçu différemment en fonction des familles. Oui, quand même. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord du privilège que j'ai. Et je suis d'accord aussi par rapport à cette chance et cette opportunité. C'est pas tout le monde. Par exemple, d'avoir un partenaire qui comprend ta façon de voir, qui prend en compte ton ambition, tes objectifs dans la vie. Quand il m'a connue, j'étais encore étudiante, élève, voilà. Et il a toujours aimé cette femme bosseuse que je suis. Donc, ça n'a jamais été un frein pour lui. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est effectivement de se dire que au-delà d'être épouse et mère, on continue d'exister en tant que personne. Surtout ça. Et est-ce qu'on est avec un partenaire qui est capable d'accepter cette entièreté, ou est-ce que c'est quelqu'un qui attend que cette personne s'efface devant son devoir et son rôle de femme, de mère, de belle-fille, etc. Et donc ça prouve vraiment que c'est quelqu'un aussi qui t'a choisi pour qui tu es, pour ce que tu es, dans ton intégralité, et qui t'accompagne aussi dans les différentes choses que ça implique en fait. Il faut aussi avoir ces conversations, je pense, dès le début. Savoir où on va. Parce que moi, dès le début, il savait que je ne serais jamais femme au foyer. Et lui, il n'a pas vécu dans un environnement où sa maman était femme au foyer. Il connaît que des femmes bosseuses. Que ce soit sa maman, que ce soit ses sœurs. Donc, c'était naturel pour lui d'avoir une femme bosseuse aussi. Voilà. J'ai grandi dans cet environnement et il m'accompagne avec. Et voilà, quoi. Et donc, au final, tu es partie en Chine? Ouais. C'est dur, hein. J'imagine. Parce que pour toi aussi, c'est pas évident même si tu sais pourquoi tu le fais, le moment de la séparation, je pense qu'il est... La séparation, je l'ai bien... Je sais même pas si je l'ai bien vécu ou pas. Je sais juste que j'ai pas pleuré au début. Je suis partie, je me suis dit, je vais enfin dormir. C'est la première chose que je me suis dit. Donc, je dors à moi, je dors bien, je dis, OK, il commence à me manquer un peu, les enfants, le petit et tout. Et le plus dur, c'était de ne pas avoir un contrôle sur sa maison. Parce que je gérais un peu tout avec la nounou et tout. Et des fois, quand tu appelles, vous êtes parti faire ceci, vous êtes parti faire cela, comment ça se passe? Donc, tu n'as plus le contrôle. Et ça, c'est un détachement qui n'est pas facile à... Comme si tu devenais un peu extérieur à ta propre famille, en fait. Si je comprends. Tu devenais une autre personne et on t'appelle de temps en temps. Oui, tu peux plus gérer les nuits, tu peux plus gérer, par exemple, les urgences. Et par exemple, s'il y avait une urgence, mon mari allait me le dire après l'urgence. Parce qu'il pour ne pas m'inquiéter. Exactement. Voilà. Donc après, tu te sens bien, mais tu te sens mal aussi. Pourquoi vous m'avez pas dit ça tout le temps? Il dit, mais à quoi ça aurait servi? T'allais t'inquiéter pour rien. Là, c'est résolu, je t'en parle. Donc c'est un peu ça, c'est difficile. Mais ça montre aussi une confiance énorme. Dans justement ton mari, le papa et les autres personnes que tu as. Absolument. Et est-ce que tu dirais que lui aussi, ça l'a impacté dans la façon dont il est père? Oui, beaucoup. Et il en parle souvent. Il dit que ça l'a beaucoup rapproché de son fils. Et il me dit souvent que ça lui a permis d'avoir une présence active dans la vie de son fils. Et donc, ça a changé sa façon d'être père. Et ça se voit encore aujourd'hui. Et dans la relation aussi qu'il a avec ses enfants, j'imagine. Oui, bien sûr. Ils ont leur petite routine maintenant. Avant, il n'y avait pas de petite routine parce que quand il était né, il était beaucoup attaché à moi. Donc, quand il avait un besoin, c'était moi automatiquement. Donc, c'est comme si son papa n'existait pas alors qu'il était là. Et du coup, ça peut créer quelques frustrations, on comprend pas. Et c'est quand je suis partie, là, il avait vraiment the floor is him, quoi. Le petit était là, ses besoins, c'est lui qui faisait tout. Et après, ils se sont habitués, ils ont eu leur petite routine du week-end. Et après, ils ont bien aimé. Et maintenant, je pense, mon fils, son réflexe, c'est d'aller voir son père. La petite, son réflexe, c'est d'aller voir maman, pour l'instant. Je pense qu'elle va devenir fille à papa aussi. Mais c'est intéressant, cette évolution de la dynamique. C'est vrai que en général, dans les foyers, c'est la mère qui est le primary caregiver, qui va être la personne de référence. Et là, du coup, ça a un peu changé les rôles et ça a permis effectivement mais aussi que ton mari se rende compte
de ce que ça veut dire et de ce que ça implique. Et en termes de communication, peut-être ça favorise encore plus le fait d'avoir vraiment je pense vécu des deux côtés. qu'il savait qu'il s'en rendait compte, mais il n'avait pas l'opportunité de le montrer, je pense. Et ça a beaucoup changé, oui. Et depuis lors, je pense, là, on est à peut-être des fois 50-50, des fois 70-20. Ça dépend de l'implication et qui a le temps, qui est beaucoup plus available pour ça. Franchement, ça change, ça dépend. Et donc, au final, tu es resté combien de temps? Parce que tu savais même pas vraiment pour combien de temps tu partais. Ouais, je suis restée 6 mois. Au bout de 6 mois, ça n'avançait pas avec mon superviseur, je pense. Et je me suis dit non, je reste pas ici pour rien, pour une personne, où je sais pas encore comment me situer et tout, je rentre. Si je dépends de cette personne pour valider ou. Si je dois finir à distance, je vais finir à distance et tout. Bon, ça n'a pas trop plu à mon superviseur non plus. Et finalement, je suis pas passée. Et je me suis dit, j'ai perdu du temps pour rien. Et après, je me dis bon. Après, ça m'a permis de me retrouver. Ça a permis à ma famille de se consolider. Et voilà. Et après, je me dis, c'est jamais un échec. Et je sais que je vais reprendre un master quand la petite sera un peu plus indépendante. Et du coup, quand tu es rentrée, est-ce que ça a été évident ou est-ce que le fait que la dynamique se soit modifiée, qu'il y ait des nouvelles habitudes qui aient été prises, il t'a fallu aussi un temps d'adaptation? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis rentrée, tout est redevenu normal pour moi. Franchement, tout était OK. Et est-ce que tu dirais que c'est aussi à ce moment-là que, en termes d'activité, de création de contenu, ça a vraiment pris une dimension supérieure? La création de contenu, je pense, oui, peut-être, parce que les gens ont découvert que je parlais couramment mandarin. Ce qui est quand même pas courant. Oui. Et du coup, j'en avais profité, oui, de faire beaucoup de contenu. Ça a bien aidé. Et après, quand je suis revenue, ça a continué. Ça a pris son fil, franchement. Et donc, dans cette vie, on va dire à 1000 à l'heure, avec tes différentes casquettes, puisque tu as aussi salarié, à la création de contenu à côté, ce rôle de maman, et les risques que tu as partagés par rapport à une grossesse, à quel moment tu t'es dit que potentiellement tu voulais agrandir la famille? Est-ce que dès que tu as eu ton premier, tu savais qu'il y aurait un deuxième? Ou est-ce que tu t'es dit, on verra? Non, avec le premier, je me suis dit, c'est déjà... Je pouvais pas en avoir. J'étais contente. Et après quelques temps, j'ai dit, il se sent un peu seul quand même. J'ai dit à mon mari, on y va peut-être pour un deuxième. Il me dit, est-ce que tu es sûre? Il me dit, je lui ai dit, OK, on peut tenter et tout. Donc, il a fallu le convaincre, mais je pense qu'il avait beaucoup plus peur pour ma santé. Parce que mon cardiologue me disait, après le premier, si tu fais tes enfants, fais tout avant 30 ans. Il me dit, après 30 ans, déjà, toi, tu es à risque. Après 30 ans, s'il te plaît, plus d'enfants. J'ai dit, OK, il faut le faire tout de suite si on doit le faire, sinon il y a 30 ans et tout. Il me dit, est-ce que tu es sûre? C'est un risque et tout. J'ai dit, bon, on va essayer. Et après, la petite est venue. J'étais grossesse aussi, OK. J'ai été alitée en fin de grossesse. Et je pense à mon 8e mois ou 7e mois, quelque chose comme ça. Et après, on m'a libérée. C'était la joie. On m'a libérée, j'ai commencé un chantier. Imagine-toi. Oui, bien sûr, comme ça on fait. Oui, on va pas faire les choses progressivement. Pourquoi faire? Parce qu'il fallait agrandir un peu la maison. Je vis avec mes beaux-parents, donc il fallait un cadre un peu plus spacieux pour nous 4. Donc je me suis dit, je voulais commencer le chantier et tout, mais on m'a alité, OK. On m'a alité et tout. Je parle à mon médecin, j'ai dit, OK, je vais rester tranquille si je rentre. Je vais rester tranquille si je rentre. OK. Je rentre, je reste tranquille et tout. J'étais à 32 semaines. Le médecin me dit, OK, si l'enfant sort tout de suite, si elle sort tout de suite, il n'y a pas de souci, c'est encore faisable. Je lui dis, je peux reprendre mes activités? Oui, allez-y. Bon, idéalement, il faut quand même attendre 37. Je le précise. 37. Oui, mais bon, moi, le premier était prématuré, donc à 32-34, c'est... 32-34, j'arrive à 34, je dis, OK, est-ce que je peux vraiment reprendre mes activités? Oui, reprends, il n'y a pas de souci. Comme on m'avait donné des médicaments pour durcir mon col, moi, je pensais que mon col était rigide. Et j'ai fait confiance à mon col. Je faisais les 2 étages, des fois 6 fois par jour. J'avais maçon, électricien, tout le monde sur le chantier. Je me réveillais à 7 heures avec mon tableau Excel. Qui est là? Qui n'est pas là? Qui n'est pas là? Tu sors de mon chantier, qui est là? OK, il n'y a pas de souci, on commence. Donc, je faisais, mon beau-père me regardait. Tu n'es pas fatiguée? Je dis, non, ça va. T'étais parce que souvent, en fin de grossesse, on parle de la nidification. C'est le fait de se dire que on veut vraiment avoir un environnement qui soit prêt à accueillir le bébé, où on sent bien, etc. Sauf qu'en général, on parle juste d'acheter la commode de la chambre. On parle pas de refaire la maison. J'étais obsédée. Heureusement,
il me fallait juste une chambre et une toilette. Ok, il n'y a pas de souci. On commence, le chantier a duré 1 mois. Je me réveille, maçonnerie, tout, on fait. On fait tout jusqu'au dernier jour du chantier. J'avais dit à mon mari, dès que le menuisier fait met ses choses, moi je vais me déclencher, je vais accoucher. Tu penses trop que tu es Dieu. Tu penses trop que tu peux juste faire comme ça. Quand j'étais ok. Moi je fais confiance à Allah, mais je fais confiance à moi-même aussi. Mais ça va se passer comme ça. Ok. Le menuisier vient, il pose. C'était un lundi, je pense. Il pose tout, ok. Je prends mes bagages, je fais mes bagages et tout. Mardi matin, je me réveille. Je dis à mes... comment ça s'appelle? Ma mère était venue me voir chez ma belle-mère aussi. Je les trouve en bas en train de parler. Je leur dis, je vais aller me déclencher. Ils me disent, comment? J'ai dit, j'ai mon sac, je vais aller me déclencher, j'arrive. Ok. Elles éclatent de rire. Tu penses trop que tu peux commander, faire ce que tu veux et tout. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Donc, je pars. Je vais aller faire... comment ça s'appelle? Je vais aller piler le mil. Comment ça s'appelle? Puiser de l'eau dans le puits. Je fais aussi de l'aquagym. Et je fais aussi gymnastique. Tout ça le même jour. Je finis ça, je prends ma voiture, je vais aller récupérer les enfants. Et à la maison, ok. Je pense que le travail commence. Le lendemain, je me réveille. Il me restait qu'acheter les trucs pour la déco. Okay. Donc, je devais, parce que le menuisier avait fini, je devais juste acheter des tapis et autre chose. Et je sais pas, j'avais un rendez-vous avec mon gynéco que j'avais raté 2 jours à l'avance. Ma mère qui me dit, ramène-moi, tu vas en ville, dépose-moi. Je la dépose, je dis, moi, j'avais un rendez-vous avec le gynéco, moi, je vais aller voir, on ne sait jamais. Je passe, je vais aller voir. On attend le médecin, il n'est pas là. Je dis à la sage-femme, non, j'ai des choses à faire et tout. S'il est pris, il n'y a pas de souci, je reviens demain. La sage-femme dit, non, attendez, madame, attendez. J'attends un peu, le médecin vient et tout. Ah, je vais vous ausculter rapidement. Je vous ausculte et tout. Il m'ausculte et tout, il me dit, ah, vous êtes en travail. Je dis, ok, donc donnez-moi juste le temps d'aller à la maison, rapidement, revenir. Il me dit, madame, on peut pas vous laisser partir parce que là, je pense que c'est pas possible. Ok. Donc j'appelle mon mari, je dis, bon, je pense que j'ai accouché. Il me dit, ouais, je viens te suivre. Non, mais je dis, non, prends ton temps, viens vers 17h. Je pense que je vais accoucher vers Timis. Mais la première fois, c'était allé vite, mais là, t'avais confiance. Oui, en fait, le truc avec moi, c'est que je sais, je connais mon corps. J'ai confiance en mon corps. J'étais là-bas vers 16h. Je savais que avant le crépuscule, j'allais avoir mon fils. Ma fille plutôt. Je sais pas, j'avais cette confiance. Ok. Donc, je lui dis, non, viens, finis à 17h, va récupérer ma valise de maternité, reviens à la maison, mais que personne ne sache. Donc, ma belle-mère, elle m'attendait déjà pour manger. Je l'appelle, je lui dis, tu as fait quoi pour à manger? Elle me dit, tiens, Boudjola. Je dis, ok, attends, moi, j'arrive. Et je suis en travail, hein. Attends, moi, j'arrive. Ok, je coupe. Je rappelle ma mère, je lui dis, ouais, finalement, j'ai fait mes courses et tout, je suis rentrée à la maison, c'est bon. Ok. Je coupe. Donc, personne ne sait. Mon mari vient avec le sac et tout, 17h, c'est bon. 17h, ils me mettent, je pense, c'était la perf pour accélérer. Okay. Moi, je faisais mes squats en attendant, je bougeais tout. On me dit péridurale, je dis non, il n'y a pas de souci. Je fais mes perfs et tout, à 18h, quelques 19h, bébé est là. Ah ouais, efficace. En plus, elle était sortie en fusée, je pense, le médecin a venu, non, retenez encore un peu. J'ai dit non, c'est un peu trop tard là. Elle sort. Oui, quand ça pousse, ça pousse. En général, surtout s'il n'y a pas de péri, tu peux pas vraiment contrôler. Et du coup, après, j'appelle ma belle-mère, je dis bon, opération accouchement validée. J'appelle ma mère. T'attendais autour d'un petit bout de là et toi, tu avais le bébé dans les bras. Mais je t'attendais, je dis ouais, je voulais juste pas que tu t'inquiètes. J'appelle ma mère, je dis ah finalement j'ai accouché. Elle me dit j'ai senti ça dans mon corps. J'ai dit t'as senti rien du tout. Elle dit ouais, tu sais, depuis tout à l'heure, mon corps était un peu lourd. Ouais. Tu sauras ça quand ton enfant va accoucher et tout. J'ai dit maman, tu n'as rien senti. Déjà, j'étais bernée et tu dis que tu as senti. Je dis bon, de toute façon, il est là. En bonne santé, ça va. Elle était pas en couveuse, je pense 2 kilos et quelques, donc c'était bon. Et après, j'ai tapé un bon plat et comme d'habitude. T'as dormi? Ouais. Ah bah, je fais ma sieste. Et après, je fais mes activités et tout, franchement. Et donc là, tu disais que tu avais encore fait du tir-allaitement, mais de façon un peu plus organisée. Je savais mieux comment faire. Et ça a duré 4 mois le tir-allaitement, 5 mois après biberon. Okay. Je sais pas. Soit c'est mon lait qui n'est pas bon, soit j'ai des enfants un peu trop indépendants. Parce qu'ils aiment la nourriture. Je pense que c'est pas forcément que le lait n'est pas bon, mais c'est que le tir-allaitement, c'est très prenant. Pour moi, c'est le plus difficile. C'est hyper difficile, mais moi, j'arrivais à tirer, j'arrivais à leur donner, mais en moins donné. Il faut tellement stimuler et tellement tirer pour réussir à maintenir la production. Ouais, c'est ça difficile. Ne suffisait plus. Le tir-allaitement exclusif, c'est vraiment. Bon, difficile. Moi, ça m'arrangeait parce que je sortais tout le temps, je sais pas, à la maison, donc j'avais pas le temps de. Je voulais pas cet attachement au sein parce qu'il fallait sevrer. Déjà que les enfants dorment avec moi, j'ai dit non, je peux pas donner le sein. Et j'étais tout le temps dehors, vaquer à mes occupations. Mais t'as quand même une petite période de récupération après l'accouchement? Non. 40 jours.
Ah, quand même. Oui. Pendant 40 jours, tu as... Pendant 40 jours, je suis à la maison, je lave les biberons, il y a le bébé et tout, je fais pas d'activité. Ok. Mais après 2 mois, je commence à me lasser. Non, mais je demande parce que c'est important. C'est vrai qu'on dit que les 40 jours après l'accouchement, ça peut impacter la santé féminine sur les 40 prochaines années. C'est vraiment important d'avoir quand même ce moment. Donc 40 jours, je reste tranquille. Ok. Rien de lourd, je fais pas trop d'activité. Je bois beaucoup de chaud. Je mange tout et n'importe quoi, oui. Mais je favorise tout ce qui est chaud. Je bois beaucoup d'eau. Mais pendant 40 jours, franchement, je fais attention à moi. Après les 40 jours, et comment ça s'appelle? Un rendez-vous chez gynéco pour voir si tout va bien. Ma sœur, je suis dehors. Tout à l'heure, quand on a commencé la discussion, tu me disais que ce qui était aussi enrichissant pour toi dans ton rôle de mère, c'est de voir les valeurs que tu transmettais à tes enfants. Et du coup, ce que j'aimerais savoir justement, c'est dans ce que tu as reçu dans ton éducation, de tes parents, de la famille ou dans d'autres instances, on va dire, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi et que tu veux vraiment intentionnellement transmettre à tes enfants? La générosité. Déjà, être bien. Pas seulement pour les autres, mais pour soi-même. Être un rayon de soleil. Voilà, être joyeux, voilà, la positivité, la bienveillance et être une personne pieuse aussi, parce que ça nourrit l'âme. C'est ce genre de choses que je veux transmettre. Le reste après, c'est des skills qu'ils peuvent apprendre, mais quand une personne est bien, elle est bien, qu'importe la situation. Et est-ce que, parce que on sait ton amour du Wolof, est-ce que c'est quelque chose aussi qui était important pour toi de leur transmettre? Oui, bien sûr. Moi, je leur parle Wolof. J'essaie un peu avec le français parce qu'ils sont à l'école. Ouais. Ils apprennent français et tout. Il faut un peu les aider derrière pour pratiquer. Mais moi, le Wolof, je suis à 100%. Hein. Ouais. C'est important pour toi qu'ils aient aussi ce patrimoine-là. Franchement, c'est important parce que moi, je sais que je suis poulard, mais par exemple, je n'ai pas eu cette opportunité de connaître cette langue. Okay. Et je veux bien peut-être apprendre après, voilà. Et je me dis, je n'ai que le Wolof pour l'instant. Et c'est pas quelque chose que je vais perdre. Il faut que mes enfants sachent comment s'exprimer en bon Wolof, qu'ils soient à l'aise, voilà, et qu'ils soient fiers de ça. Ouais, c'est vrai que cette transmission, si elle n'est pas intentionnelle, comme tu le dis, après la langue, elle peut vite se perdre. Il suffit qu'il y ait une génération qui saute et ensuite, la transmission. Il suffit que je passe, par exemple, tout mon temps à parler français, c'est foutu pour moi. Ouais. Et pour mes enfants. Mais là, par exemple, ils font des associations de mots. Wolof et français en même temps. Je pense que c'est sa propre langue. Il sait pas encore, je pense que c'est 2 langues différentes. Mais voilà, il fait ses associations lui-même. La petite, elle parle Wolof, Maïma ou Bill, Jorma, elle, c'est Wolof. Et tout le monde lui parle Wolof à la maison. Et des fois, on essaye, quand il y a trop de Wolof, on parle un peu de français. Quand il y a trop de français, on parle encore de Wolof. On essaie de doser. Mais c'est intéressant, ces associations. Moi, je sais que donc mon aînée, elle est née en France. Et mon mari essayait vraiment de lui parler Wolof parce que, elle n'était pas du tout exposée pour le coup. Et donc, elle choisissait les mots les plus courts dans chaque langue. Donc, au lieu de dire chaussure, elle disait dalle parce que c'était plus court. Et comme tu dis, elle faisait un peu des mix and match. Donc, je me souviens une fois où, on était dehors et mon mari lui dit tahawal. Et elle dit, c'est bon, j'ai tahawé. C'est intelligent. J'ai tahawé, papa. Donc, c'est un mélange de langues. Mais après, tu vois qu'ils enrichissent effectivement leur vocabulaire dans toutes les langues qu'ils parlent. Et après, c'est important, surtout quand on vit au Sénégal, je pense, d'avoir aussi ça. C'est même pas, je dirais, primordial. Ouais. Sénégal, tout le monde parle Wolof. Bon, dans les autres régions, il y a d'autres langues et tout, mais franchement, à la capitale, tout le monde parle Wolof. 90%. Et est-ce qu'au contraire, il y a des choses dans la façon dont tu as été élevée où tu voudrais faire différemment avec tes enfants? Oui, la lecture. Tu sais, quand j'étais à l'école, je prenais souvent la première place, j'avais toujours des prix. On me donnait des livres, j'offrais ces livres. Je déteste les livres. Ok. Je suis une personne, j'ai toujours aimé les vidéos. Genre, on me voit des vidéos tout le temps, on me dit, Mimouna, comment tu fais pour tout le temps t'exposer comme ça et tout? Moi, tu vois les caméscopes qu'on tenait comme ça? J'en avais une, à l'âge de 10 ans, 12 ans. Quand je partais aux anniversaires, j'ai amené ça pour prendre en vidéo l'anniversaire. Okay. Je faisais des vlogs, déjà. Et quand je rentrais à la maison, je regardais encore, j'étais toute contente. Donc, moi, tu me donnes un livre, tu testes ma patience. Je n'ai pas la patience de lire. Et c'est ça que je veux transmettre à mes enfants. C'est hyper difficile. Donc, on leur achète des livres. Leur papa, c'est un grand lecteur. Hein. Okay. Il faut du calme, il faut un environnement, il faut une lampe d'appoint. Genre, il y a plein de choses. Moi, je suis la personne, non, mets la musique, mets la vidéo, voilà.
Ouais. Mais je veux que mes enfants apprennent à lire. Et j'aurais aimé aussi que mes enfants soient pas coincés, mais qu'il y ait au moins un qui est un peu plus posé que moi. Je suis un peu too much. Et je me dis que si mes enfants sont un peu too much, ça va pas trop le faire. Ouais. Donc j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus posés. Mais et ce que tu dis, que leur père est un grand lecteur, ça aussi, je pense, ça peut vachement aider parce qu'on dit souvent que les enfants, ils font pas ce que tu dis, ils font ce que tu fais. C'est vrai. Donc si tu leur dis de lire mais qu'ils t'ont jamais vu prendre un livre, ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place qu'effectivement s'ils ont l'exemple d'adultes. Il y a la bibliothèque à la maison, il y a les livres de papa. Je suis la seule, je pense, le seul livre que j'ai, c'est le Coran. Franchement, c'est tout. J'ai un autre aussi, peut-être sur la religion, mais c'est tout. Ouais. Les autres, c'est pas moi. Lui, il a sa bibliothèque aussi. Voilà, on essaye. Hein. On essaye. Et j'ai une dernière question, la dernière question rituelle du podcast. Ah bon Celle-là non plus, je l'ai pas préparée du coup. Non, en fait, j'ai fait exprès de ne pas regarder les autres pour ne pas être préparée. Ok. Comme ça, au moins, il y a ce petit soupçon de surprise. C'est ça, de spontanéité. Ouais. Donc ma question, c'est quand tes enfants seront plus grands, oui, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi? Oh, j'aurais dû regarder. Hein. Ok. J'aimerais que j'aimerais que mes enfants sachent que je les considère comme des êtres humains à part entière. Récemment, j'ai regardé un podcast sur Dr Tony Fall. Ouais. Et ce qu'elle a dit avec sa maman m'a énormément touchée. Et moi, j'aimerais vraiment que quand mes enfants grandissent, qu'ils disent, même si c'est ma maman, elle me respecte. Même si c'est ma maman, elle prend en compte ce que je veux et ce que je ne veux pas. Mm-hmm. Je ne veux pas c'est ma maman, elle m'aime, je sais. Mais je veux cette relation amicale, cette relation, cette complicité, et que si jamais il y a quelque chose dans le futur, que je sois leur havre de paix. En global, je veux être l'havre de paix de mes enfants. C'est beau. Ouais. C'est beau. Et ce que tu dis, ça rejoint ce qu'on disait au début, en fait. C'est important que ton mari te considère comme une personne à part entière et que nous aussi, en tant que parents, on considère effectivement nos enfants comme des personnes à part entière qui peuvent faire des choix qui nous conviennent, qui font peut-être des fois des choix qui ne nous conviennent pas. Mais on vit avec. Mais que quoi qu'il arrive, on reste leur havre de paix. Ouais. C'est très joli. Merci. Très joliment dit. Merci beaucoup, Maimouna, pour cet échange. C'était intéressant aussi de voir cette facette. Et du coup, là, tu t'es quand même posée pendant presque 1 heure. Donc, merci pour ça. Ouais, c'est comme si j'avais la bougeotte, hein. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi, merci pour cette opportunité. Et merci à ce podcast aussi. C'est une belle chose d'inviter des mamans, de partager leur parcours. Parce qu'une chose que je sais, c'est-à-dire, quand on discute entre femmes, quand on a cette sororité, on se rend compte qu'on est beaucoup plus forte qu'on le pense. On se rend compte aussi qu'on a les mêmes mots, mais qu'on ne sait pas parler. Et le fait d'en parler, ça allège beaucoup nos mots. Ouais. Donc, bravo à vous les femmes. Merci. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi donner de la force à ce podcast en le notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en parlant et en partageant autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @tambalipodcast ou @fordemamas pour la partie doula. L'aventure ne fait que commencer. Tambali.